limite, notamment dans les assemblées, enfin, c'est une question un peu bête et purement arithmétique, mais quand vous parliez de 40% d'hommes et de 40% de femmes, du coup on arrive à 80%. Et dans ces assemblées, enfin, les 20% restants, c'est quoi? C'est qu'en gros, c'est pas déterminé. C'est qu'en fait, c'est pour imposer un minimum de 40% de femmes et 40% d'hommes. Et qu'il y aura toujours au minimum 40% d'hommes, 40% de femmes, et les 20% qui restent, qui viennent un petit peu, quoi. Non, c'est pas une surinstance, ça fait partie de l'Assemblée. Pour un point assez précis, c'est que sur l'Assemblée, on parle d'Assemblée, des fois, en fonction des endroits, les assemblées, ça peut être 100 personnes, mais il y a des endroits, les assemblées, c'est 16 personnes. Enfin, c'est qu'il y a vraiment des points en fonction d'eux, donc c'est... Moi, je me demandais, pour inviter à prolonger un peu plus dans la conclusion, je parlais de la situation entre maintenant. Donc, Daesh a été condamné, et donc, il disait qu'il y a un danger, mais ça n'a pas évoqué les dangers possibles venant de Assad. Donc, en gros, le ménage a été en ce moment-là, il ne doit pas être en revenir, parce que l'ASL non plus, ça va être intéressé par ce territoire, et en quelle mesure aussi, le pays lui-même va être en danger, puisqu'il a continué à mettre en place. Une fois que la situation est locale, c'est de reprendre les gens. Sur El Assad, je n'ai absolument aucune réponse, parce que c'est quand même très compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, et notamment au gouvernement syrien. C'est un peu le foutoir. Par rapport, par contre, à l'ASL, ça dépend de qui à l'ASL. Parce qu'au final, sur le canton de Kobané, l'ASL était très peu présente. C'était une centaine d'hommes, ils ont tous rejoint les YPG et les YPJ. Enfin, quand je dis une centaine d'hommes et de femmes, excusez-moi de du langage, mais c'était une centaine de combattants et de combattantes qui ont tous rejoint les forces YPG et YPJ. Du coup, est-ce que Assad serait tenté de reprendre le terrain? Bah oui, s'il est aidé par l'Occident et que la Russie décide de lui livrer plein de flingues et des hommes, pourquoi pas? C'est un risque effectivement qui est permanent. Quant à la tentation du PDB ou du PKK de prendre le pouvoir, oui, elle est là. C'est que effectivement, il n'y a pour l'instant aucun contre-pouvoir institutionnel établi qui empêcherait la branche armée de prendre le pouvoir. Et c'est ce que je disais par rapport à ce qui s'est passé en Turquie. Quand il y a eu la tentative d'autonomie à la fin des années 2000, le PKK voulait reprendre les armes. C'est le HDP qui a dit non. Donc c'est la branche civile qui a dicté sa loi à la branche militaire. Est-ce que ça va durer? Ben, j'en sais rien. Je pense que même ne le savent pas. Donc ça fait partie des choses qu'il faut surveiller, enfin pas dans le sens cliquer, quoi, mais qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut garder à l'œil pour voir comment va évoluer la situation. Est-ce que les Kurdes syriens ils ont reçu des armes du côté européen et tout ça, parce qu'on était vu qu'il y avait une sortie logistique de la part de l'Europe? Alors, il paraît, nous quand on y allait en novembre, c'était on va dire le début de l'engagement occidentaux dans la zone, et c'était aussi une semaine après l'arrivée des Peshmerga irakiens. Où en gros, la petite histoire, c'était que le gouvernement turc acceptait que des combattants kurdes passent la frontière, mais ils ne devaient pas appartenir au PKK, au PYD ou à l'équivalent en Iran, dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon qui aurait sans doute pas pu beaucoup bouger. Du coup, c'est des Peshmerga irakiens qui sont venus. Il y a eu quelques livraisons d'armes, mais très peu, à cette époque-là. De quel côté ça s'est arrivé à déterminer ou pas? C'était vraiment dans les alentours de Kobané, en Syrie. Mais après, l'intervention occidentale s'est vraiment contentée de faire des frappes à très haute altitude sur les avancées de blindés de Daesh. C'était, moi, des dernières infos que j'ai eues, donc ça remonte il y a 3 semaines, où je demandais au final à un camarade kurde anarchiste qui était sur place s'il pouvait me faire une espèce de débriefing, un peu ce qui se passait, et il me disait que les Occidentaux c'était vraiment limité à des frappes à très haute altitude. Donc il n'y a eu aucune livraison de matériel lourd. Parce qu'en plus, encore une fois, le matériel qui a été livré, c'était essentiellement de l'armement léger. Et les YPG ne manquent pas d'armement léger parce qu'ils arrivent à passer la frontière avec des armements légers. Ce qu'ils demandaient, c'était de l'armement lourd en kit qu'ils n'ont jamais reçu. Donc peut-être que ça arrivait là dans les jours qui viennent, mais ça je suis pas très... Puisque Nasrin a été reçue à l'Élysée par Hollande, donc c'est pas mal aussi. Le président turc Erdogan, dans le fond, il est plus pour
Daesh pour l'opposition kurde? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question de la politique intérieure en Turquie, mais je suis forcément un peu me rencarder pour venir vous causer. Mais c'est qu'en fait, Erdogan, en Turquie, de toute façon, on devient président si l'armée n'est pas contre nous, ce qui n'était pas gagné au départ pour Erdogan, parce qu'en gros, Erdogan est une espèce d'islamiste, et je mets vraiment une espèce d'islamiste entre des guillemets, parce que c'est un islamiste un peu tartuffe, quoi. On est beaucoup dans l'apparence plus qu'autre chose. Et en gros, l'armée avait très peur au final qu'une politique trop islamiste casse les rentes économiques de la Turquie, qui sont le tourisme et l'industrie. Ils avaient vraiment peur qu'au final, un gouvernement islamiste mette en place des mesures telles que l'interdiction du travail aux femmes, qui ferait perdre 50% de la main-d'œuvre au pays, et l'interdiction de l'alcool sur tout le territoire, qui détruirait complètement le tourisme, puisque les jeunes occidentaux aiment bien aller boire des coups à Istanbul. Mais Erdogan est passé, n'a pas mis en place un système de charia ultra rigide, donc l'armée s'en est très bien contentée. Quand Kobané est tombé, je me suis dit Erdogan n'a pas dû dormir de la nuit, parce qu'aujourd'hui Ankara est vraiment dans la merde. Parce qu'en gros, ils ne sont pas pour Daesh, parce qu'ils n'ont pas non plus intérêt à ce qu'il y ait un État islamiste ultra radical qui pourrait du coup faire contagion auprès des islamistes au sein de la Turquie. Le Hezbollah turc, c'est quelque chose, hein. Dans le genre taré avec des flingues qui butent des gens dans la rue, il se pose quand même pas mal là. Et donc la présence de Daesh trop près des frontières de la Turquie ne serait vraiment pas une bonne chose pour Erdogan, parce qu'il serait dépassé sur sa droite. La victoire des Kurdes, en gros, la victoire de la révolution au Rojava serait absolument pas une bonne chose pour Erdogan, parce qu'il se retrouverait du coup avec un peuple, des peuples qui vivent en autonomie à sa frontière et qui risqueraient de faire boule de neige avec les minorités présentes sur son terrain. Parce qu'encore une fois, entre la Turquie et la Syrie, c'est la même population. Il n'y a pas la frontière, elle est arbitraire et elle n'a aucune réalité ethnique, culturelle ou linguistique, quoi. Donc je pense qu'Erdogan est déçu et froide et qu'il se demande bien qu'est-ce qu'il va faire ces 10 prochains mois. Mais donc il est ni pour l'un ni pour l'autre, tout en facilitant quand même le travail de Daesh, parce que son plus grand ennemi reste quand même les Kurdes. Et ça c'est quand même l'ennemi déclaré. Après, vis-à-vis de la Turquie, ce qui va se jouer aussi, c'est quelle va être la position la position de la diplomatie européenne et états-unienne. Pour l'instant, la Turquie fait un peu ce qu'elle veut. Jusqu'à quand? Est-ce que c'est les États-Unis qui vont mettre le holà? Est-ce que c'est l'Europe qui va mettre le holà? Est-ce que personne ne mettra le holà et que du coup la Turquie va garder ses chars à la frontière turque ad vitam aeternum? Là-dessus, on ne peut vraiment que attendre et observer ce qui va se passer, quoi. Parce que d'un côté, Nasrin, donc la commandante en chef des forces armées du Rojava, est reçue à l'Élysée par Hollande. De l'autre côté, 10 camarades kurdes se retrouvent condamnés à 3 à 15 mois de sursis et ouates milliers d'euros d'amende pour avoir financé le PKK. Donc la position des Occidentaux, pour l'instant, elle est assez floue. Ouais. Je voudrais quand même rajouter qu'il y a 3 femmes qui ont été assassinées, qu'on pourra rajouter le 17. C'est des services secrets. Ouais. Actuellement, il y a quand même une évolution d'Erdogan qui est carrément dictatoriale en plus démocratique. Et si les Kurdes, quand ils manifestent pour le sujet fédération secrète, disent Turquie fasciste, c'est pas complètement faux. L'évolution d'Erdogan est très négative. Il s'est fait en 2003 pour soi-disant régler la question kurde, mais l'évolution qu'il a depuis 2-3 ans, c'est pas ça du tout. Et il a énormément favorisé Daesh. Et son projet, tel qu'il le dit, tel qu'on peut lire, alors il faut lire un peu partout, mais son projet, ça fait redonner du lustre à l'ancien Empire ottoman. Parce que la Turquie, en fait, c'est le noyau de l'ancien Empire ottoman. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux, en 23, ils ont coupé l'ancien Empire ottoman en 4, enfin, en 4, parce que pour des raisons économiques, pour avoir des pétrole, tout ça,
Ils ont bien conservé la Turquie, qui en plus s'est fait mousser comme État soi-disant laïque. Alors c'est un État islamique. Donc Erdogan, pour dire précisément les choses, il ne changera que si d'une manière ou d'une autre, certes par le mouvement démocratique, mais il propose des choses derrière. Parce que actuellement, l'évolution est très négative. Et je crois qu'il y a 10 000 gens qui sont en prison. Hein. Les pays qui mettent plus de journalistes en prison, ils les députés. Ils ont aussi fait des massacres, il y a deux gens, ils ont massacré des choses qui enfin, soi-disant des contrebandiers, c'est des choses du village, hein, à la frontière avec l'Irak. De toute façon, c'est ça qu'il faut qu'on le dénonce, c'est pour ça que les États turcs, quelles que soient les opinions qu'on a, mais ils se sont, je dirais schématiquement, ce sont quand même des démocrates, et c'est un peu plus. Et de la même façon qu'on défend, c'est la même région, c'est pas loin, la Palestine contre les exactions israéliennes lorsqu'ils vont beaucoup trop loin dans la répression. Donc les Palestiniens aussi veulent faire reconnaître par les gens. De toute façon, l'État turc, c'est assez simple. Une manifestation en Turquie, c'est 5 mois. La police turque, en fait, se noie dans l'armée. C'est souvent le signe d'un État dictatorial, quoi. C'est globalement, le maintien de l'ordre, aujourd'hui en Turquie, est dévolu à l'armée plus qu'à la police. Et de toute façon, quand on voit la police en Turquie, je veux dire, des gens avec des fusils d'assaut, des gilets pare-balles et des tanks, il y a beau être écrit police dessus, ça ressemble quand même vachement à un militaire, quoi. Globalement, c'est vrai que la Turquie jouit d'une espèce d'aura parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui vont en vacances à Istanbul et qui trouvent ça très chouette et que effectivement c'est une ville très sympathique et qu'on s'y amuse vachement bien. Mais j'ai même quelques copains qui ont fait, notamment lors du forum social mésopotamien qui s'est terminé par une manifestation dans les rues de Diyarbakır. Il y a eu une quarantaine d'arrestations, une dizaine de blessés, une charge de la police, 5 tanks devant, 5 tanks derrière, un médico qui passe au-dessus, quoi. On est quand même... c'est clair qu'il faut pas s'imaginer non plus la Turquie comme une démocratie bourgeoise. Pas du tout. C'est un État policier très dur, quoi. Et Erdogan est en train de devenir islamiste militant d'une certaine façon. De plus en plus. C'est le terrible. C'est pas du tout le successeur qui est Madame Atatürk, qui était soit des journalistes. Et puis alors, du point de vue des partis terroristes, alors les amis du peuple kurde, on est hyper-terroristes maintenant, nous sommes aussi dans la coordination nationale de solidarité Kurdistan, qui demande avec les Kurdes qu'on sorte de quelque chose de la liste des organisations terroristes. Mais la Turquie vient de décréter pour les sols, les Occidentaux, que le PYD est terroriste. Le PYD en Syrie, c'est pas en Turquie. Hein. Donc, si c'est l'État-nation, de quoi est-ce et en raison de cette façon. Donc, il faut bien voir que ça, il faut le faire savoir. Bien entendu, il faut discuter aussi avec les Turcs qui savent pas grand-chose, parce qu'en Turquie, ils sont complètement décervelés. Et ceux qui sont ici, beaucoup, de toute façon, sont très politisés. Mais il faut l'expliquer. Et ce que proposent les Kurdes, c'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est cette communauté, cette tolérance réciproque, c'est la reconnaissance de toutes les identités culturelles. Et ben, effectivement, c'est l'avenir pour l'humanité. C'est en ça que c'est intéressant pour nous. On a quand même ce devoir de solidarité et de dénonciation de toutes les attaques pour l'autre qui sont assez considérables en Turquie. Et puis en France, il faut juger la vérité pour les programmes, parce qu'il y a le cas des services secrets qui sont impliqués, le gouvernement français est un effet contrôle. Hein. Les programmes vont être assassinés à Paris dans le cas il y a 3 ans, une qui était 30 jours. Et puis toutes ces arrestations, effectivement, il faut les dénoncer. On va chercher de l'argent. Hein. On en cherche partout avec toutes les associations, toutes les organisations et les associations. Et ben, je ne vois pas pourquoi on les arrête parce qu'ils font de l'argent. C'est une malhonnêteté de la part de notre gouvernement, donc il faut aussi protester auprès du gouvernement, des députés, des sénateurs, enfin, de la façon dont on peut le faire, bien sûr, hein, avec nos moyens humains. Voilà. Pourriez-vous un peu nous parler, par exemple, des incendies
l'assemblée traditionnelle. En fait, normalement, dans une société sans État, c'est que à l'image de il n'y a pas de souci, à l'image notamment par exemple de l'Académie. Donc ça a été justement une société sans État où les assemblées traditionnelles prendraient assez longtemps à l'ombre des politiques nationales. Donc ils ont été interdits. Donc à partir des années 90, il y a eu l'émergence de ces assemblées. Et donc maintenant, ils sont et je prendrai l'exemple justement de Chirac à travers un certain témoignage où l'Académie par exemple, lorsqu'il y a eu justement des révolutions, en 2001 par exemple, qui a pris 3 mois, 4 mois d'assemblée générale permanente de la population où l'ensemble des problèmes ont été débattus, etc. Donc dans ce mouvement-là, les partis politiques par exemple n'avaient aucune présence. L'Assemblée, la population, les militants, ils ont mis de côté justement la présence des partis. Et que la révolution de Rojava très fort justement, on n'est pas dans une... ce que je disais, c'est que le confédéralisme démocratique n'amène pas mécaniquement à la destruction du PKK. C'est que est contenu justement dans ce système le fait que les organisations politiques, au final, sont des communautés comme les autres. Et donc, au titre de communautés, doivent être représentées au sein des assemblées. Ça, c'est sur le papier. Après, dans les faits, quand on se retrouve dans un bled où, au final, il y a un membre du PID et puis rien d'autre, est-ce que le PID va être représenté en tant que communauté à cet endroit-là? Ça m'étonnerait. Enfin, ça va du coup se jouer à des échelles moins importantes. Donc on n'est pas face à un système rigide qui implique systématiquement que toutes les communautés présentes sur le territoire soient numériquement... Enfin, s'il n'y a pas d'Arméniens dans le village, il n'y a pas d'Arméniens dans le village. Donc les Arméniens ne sont pas représentés à cette assemblée de village, etc. Mais clairement, ça ne va pas dans le sens d'une suppression des organisations politiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas s'il y a une volonté derrière de subsistance impérativement du PKK, du PDB, enfin, que c'est pour ça qu'ils l'ont écrit. Est-ce que juste ils n'ont pas pensé à se dire tiens, est-ce que si on supprimait les organisations politiques? Mais en tout cas, c'est que là-bas, ça paraît pas... comment dire? C'est pas problématique que dans une assemblée, on ait à la fois un représentant des Yézidis, des Alévis, des Sunnites, du PYD, du PDK, et puis voilà. C'est comme ça, ils sont tous au même niveau, et à la fois, ce qui est d'ailleurs, moi je trouve ça assez drôle, qu'au final des représentants de communautés religieuses soient mis au même titre, au même pied que des représentants d'organisations politiques, je trouve ça assez marrant. Mais pour l'instant, ça prend ce sens-là. Qu'en fait, à l'origine, les assemblées sont des masculines. De tous les temps, en fait. Ouais, c'est un seul coup comme ça, il y aurait une mixité 50-50, c'est quand même surprenant. Et moi, je verrais, selon mon expérience, parce que je suppose que c'est la force justement des militants émancipés, on va dire, qui ont coopéré avec les récalcitrants, selon les traditionnels. C'est dans ce sens que l'Assemblée est revalorisée dans le sens où il est horizontal, dans le sens où il applique la démocratie directe, mais par rapport à la participation des éléments féminins, il semble que c'est qu'on est, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est un mouvement où on est en permanence dans une dialectique entre la tradition et l'émancipation. Je trouve ça, en allant là-bas, j'ai découvert l'alévisme, donc qui est un courant de l'islam, c'est une espèce de courant ultra-progressiste de l'islam qui explique que l'important ce n'est pas ce que le prophète a dit, c'est comment le prophète a agi dans le contexte socio-culturel de son époque. Et du coup, il t'explique que à une époque où l'esclavage était la norme, le prophète c'était un mec super progressiste, donc il faut être super progressiste.
schématise à nous, mais c'est globalement ça l'alévisme. Et ça fait qu'il y a quand même une minorité, l'alévisme, ils sont, comme toutes les minorités là-bas, plusieurs millions. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi qu'il y a cet esprit-là en germe, quoi, qui est qu'au final, c'est dans la tradition d'être progressiste. C'est dans la tradition d'être sur des combats d'avant-garde. C'est assez... mais j'ai vraiment l'impression que ça se goupille un peu comme ça, quoi. Sur la question des femmes, comment dire, la société traditionnelle reste la société traditionnelle. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont toujours, que les hommes de ces sociétés ont toujours des vieux penchants patriarcaux et machistes assez insupportables. Mais comme institutionnellement ils sont obligés de laisser de la place aux femmes, bah, ça permet que d'un coup les femmes puissent s'émanciper à travers ces institutions-là, quoi, et que d'un coup elles peuvent elles-mêmes s'organiser, s'auto-organiser. Donc je sais pas, est-ce que ça vient des militants plus en des militantes plus en avant, ou est-ce que c'est vraiment l'auto-organisation des femmes? Je pense que c'est peut-être un mélange des deux, quoi, qui a amené cet effet. Je dirais que ça doit dépendre des personnes, mais après, globalement, en tout cas en Syrie, étant donné que au début de l'offensive vraiment violente de Daesh, la première cible ont été les minorités. Parce qu'en bon taré, c'est que même les sunnites, mais qui ne lisent pas la virgule avec le même accent, ils se faisaient décapiter. Donc les chrétiens, les juifs, les yézidis, les arméniens, c'est pas bon, quoi. Très rapidement, ils ont trouvé protection auprès du coup des milices qui au départ étaient essentiellement kurdes. Aujourd'hui, ce que je disais, au sein des YPG, des YPJ, on trouve les Kurdes effectivement en majorité, mais parce qu'ils sont la population majoritaire de la zone, mais aussi énormément de chrétiens, de yézidis, d'Assyriaques. Donc j'ai envie de dire, d'un point de vue de communauté à communauté, il n'y a pas de tension. Clairement, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit entre communautés aujourd'hui, en tout cas de conflits vraiment violents, ouverts, qui vont mettre en danger le mouvement, quoi. Mais bon, sur ce genre de questions, il y a aussi tellement de questions de personnes, quoi. Il suffit d'un mec qui peut pas enregistrer un autre dans un bled et que ça traîne des dimensions complètement pas possibles. Donc, voilà. Mais d'un point de vue de communauté, ça se passe bien, en fait. Je suis presque envie de dire, ils sont obligés de faire en sorte que ça se passe bien, parce que c'est quand même le cœur de leur système. Ce qu'ils veulent prouver au monde, c'est que les communautés très différentes peuvent vivre ensemble sur le même sol, se foutre sur la gueule. Donc, je pense qu'il y a quand même un côté... ils sont prêts à tout faire pour que ça se passe bien, quoi. Concernant les Français qui actuellement luttent auprès des déclencheurs scientifiques contre Daesh, ou tout simplement dans la région, ils ont quel profil ces gens-là? Vous en avez vu? Des musiciens étrangers qui seraient... Oui, notamment des Français, mais aussi des Allemands, qui combattent pour Daesh. Non, qui combattent pour les Kurdes, pour les Daesh, justement, ces gens-là. Il n'y en a pas énorme. Il n'y a pas tant de Français que ça. Étrangement, c'est beaucoup d'Australiens et d'Anglais. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas d'explication affable. En tout cas, moi, les infos que j'ai sur les musiciens étrangers sont beaucoup anglo-saxons, quoi. Et le profil, malheureusement, enfin malheureusement, c'est un peu dur à savoir parce que ça a été, comment dire, le PDD ne voulait pas qu'il y ait un afflux de musiciens étrangers, en fait, qui débarquent. Il n'y a aucun moment ils ont fait appel à des brigades internationales. C'est qu'il n'y a pas eu une volonté de créer des grandes brigades internationales de musiciens qui viendraient, même armés sur place pour combattre. Et en raison? Parce qu'en fait, il manque pas d'hommes, il manque d'armes. Ils sont pas en manque de troupes, ils sont en manque d'équipement essentiellement, quoi. Et du coup, les miliciens étrangers qui sont venus combattre auprès du PYD, je pense que c'est plutôt des gens qui s'y connaissent. Donc c'est pas le mec lambda amoureux de la cause qui vient. Je pense que c'est quand même des gens qui sympathisent avec la cause, mais c'est plutôt des profils d'ex-militaires, de gens de sécurité privée, des gens de combat, quoi.
et plutôt ce profil-là. Je parle des combattants étrangers, ils ont rentré parce qu'ils ont trouvé un moment où il était trop simple pour combattre les. Après, il y a aussi... Parce que je trouve ça ridicule, les combattants de ce profil. C'est vrai qu'il y a aussi ce combat au final contre Daesh qui tire un peu polarise. Mais encore une fois, on n'a pas assisté à un grand Antigone. C'est rien de comparable aux brigades internationales qui sont allées en Espagne en France, clairement pas. C'est très marginal. Oui. Je vous sur ça, parce qu'il y a un appel qui a été lancé il y a quelques jours, l'année dernière, qui a été lancé par le MFKP, le DHP, divers partis en Allemagne et en Angleterre, qui appelait justement à faire une brigade internationale. Ah ouais. On va tous mis les convaincre. Et en fait, tout ça, il y a une vraie volonté de soutien, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup de multiplication, parce qu'il y a un appel qui a été lancé aussi à la semaine sur les structures de combat, par exemple. En ce moment, c'est bien quand même cette volonté, mais oui, j'ai vu que les MFKP, le DHP, le parti en Allemagne, en Angleterre, qui ont officiellement demandé à des volontaires étrangers d'aller sur place. Je crois qu'il y a déjà des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Australiens, même deux, trois personnes des États-Unis qui veulent les passes. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a un appel qui a été lancé. J'étais pas à jour là. Mais après, c'est que, là-dessus, nous, c'est ce qu'on nous avait dit sur place, quoi. Donc c'était en novembre, effectivement, depuis la situation a peut-être changé, peut-être besoin de ça, je ne sais pas. Après aussi, au final, monter des brigades internationales, c'est un mode de propagande aussi, d'une certaine façon, quoi, qui est venez, combattre, 6 mois, repartir, raconter, c'est qu'il y a aussi ça, je pense, qui peut motiver une telle action. Il y a un peu de problème avec les gendarmes, les français, du fait que c'était Kobani. Non, là-dessus, c'est plus tranquille que d'aller en Palestine pour l'instant. Étrangement, parce que tu vois, de toute façon, nous on est allé à la frontière syrienne, on a mis un pied en Syrie, quoi, et t'as pas passé de garde frontière, j'ai pas de dizaine syriens sur mon passeport, ou quoi que ce soit. Puis les deux camarades qui sont passés en Syrie, pareil, ils ont passé la frontière la nuit, cachés, tu vois, puis ils sont repartis par l'Irak. Parce que de toute façon, je sais pas si on a le droit en ce moment d'aller en Syrie, en fait. Pas très sûr, je sais pas, quelqu'un a déjà tenté de me régler mon amal, c'est pas sûr. Ça répond des deux côtés. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un monde sans État-nation, c'est pas une utopie? En même temps, est-ce qu'un monde rempli d'États-nations qui se foutent sur la gueule avec plein de matériel de guerre hors de prix, est-ce que c'est pas un peu aussi une utopie d'une certaine façon? Ouais, une très mauvaise utopie, quoi. Si tu permets, les États-nations, en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est une invention très récente. Hein. C'est-à-dire, ça remonte à il y a à peine, on compte très large, c'est un siècle en Europe, puisque c'est une invention européenne. On regarde l'histoire de l'humanité, c'est un pays. C'est un épiphénomène d'État-nation. Pierre Clastre a écrit un bouquin qui s'appelle La société contre l'État, où justement il démontre dans ce livre que l'État-nation est une forme minoritaire d'organisation des sociétés humaines. C'est qu'on s'est organisé de milliers de façons différentes que celle de l'État-nation à travers l'histoire de l'humanité. Et qu'aujourd'hui, même si c'est le modèle dominant, parce que le modèle de l'Occident qu'il a imposé au monde entier, enfin rien ne dit que ça va durer, que ça va se poursuivre et que Par exemple, avant la colonisation de l'Afrique, donc avant qu'il y ait les États africains actuels, il y avait là-bas des groupes humains qui vivaient, ça n'empêchait pas qu'il y avait des guerres interethniques. Bien sûr. Mais après, des concours de tête, tout ça, etc. Tout ça existait depuis 2000, 3000, 4000 ans, ça a toujours existé. Maintenant, le problème aujourd'hui, on va dire que l'humanité a un peu instruit tout ça. Le problème vient de ce qu'on appelle le droit international,
particulier l'ONU, qui vous dit que les frontières des pays hérités, notamment de la colonisation, sont intangibles, et que donc ceux qui sont à l'intérieur, notamment les 5 pays qui ont le veto, qui n'acceptent pas qu'il y ait une émancipation des peuples qu'on appelle des minorités dans ces pays-là. Parce que l'ONU, par exemple, c'est un groupe de despotes et de dictateurs. Je ne pense pas que la France, par exemple, je prends l'exemple du gouvernement français. Quand il y a des Kabyles en Algérie qui revendiquent leur autonomie, leur langue, leur culture, qu'est-ce que le gouvernement algérien dit à Paris? Eh bien, nous aussi, si vous soutenez les Kabyles, on va soutenir les Corses. Contre les récents, par exemple, au Maroc, veulent leur autonomie. Le Hassan II ou Mohamed VI, il dit à Paris, à Hollande, il dit, moi aussi je vais soutenir donc les Bretons. On va soutenir les Catalans. Et ça, en France, on ne veut pas ça. Il y a une différence, maintenant, en France, c'est un pays, il y a une mosaïque de groupes, mais elle veut soutenir les Alsaciens, les Bretons, les Catalans, les Corses, tout ça, ils ne veulent pas revendiquer leur langue, leur culture. Il y a des pays où ça se passe un peu mieux, comme la Suisse. Si Denis falloir conclure, hein, mais du coup j'ai une petite anecdote par rapport à ce que tu racontes. C'est la mère de Sourouch. Il y avait un membre du Parti communiste avec nous dans la délégation. Hein. Je dirais même un apparatchik du Parti communiste, c'est général. Et donc avec qui on s'est beaucoup engueulé très sympathiquement pendant 4 jours. Et avant de partir, donc on se quittait avec la mère de Sourouch, donc c'est les grands au revoir qui terminent jamais parce qu'on est 8 à se dire au revoir et qu'on discute tous pendant des plombs. Et du coup on discutait, il y avait le mec du PC, la mère de Sourouch, et la mère de Sourouch, au moment de lui dire au revoir, elle lui prend la main, elle lui serre, elle lui fait mais je n'oublie pas que c'est la France qui a inventé le nationalisme en inventant l'État-nation. Ce à quoi le mec du PC a tiré une gueule pas possible, et ce à quoi je me suis empressé de dire je suis complètement d'accord avec vous, madame. Et ça, par exemple, la Chine, par exemple, qui a le veto, il ne veut pas, par exemple, parce que là, il faut là, du Tibet, du Tibet, par exemple.